Bonsoir. Alors écoutez, ce soir, avec une immense humilité, je voudrais m'attaquer à une question qui pose problème pour beaucoup d'entre vous, c'est le problème de l'immigration. Je dis que ça pose problème parce que disons que je me situe comme étant à gauche, et j'ai sur l'immigration, sur les problèmes nés de l'immigration, un certain nombre de réflexions dont je souhaiterais vous faire part, sans pour autant être catalogué parmi les gens tout à fait infréquentables qui veulent mettre tous les immigrés à la porte ou qui veulent transformer notre pays en une espèce de camp retranché de la blanchitude et je ne sais quoi d'autre. Donc vraiment, il faut réfléchir au problème de l'immigration. D'abord, pour vous dire que, à mes yeux, il y a deux immigrations que l'on a tendance à mettre, si je puis dire, dans le même panier. Ce que j'appelle l'immigration économique de gens dont on a besoin et qui viennent pour un certain temps contribuer au développement économique de notre pays, mais qui pour autant n'ont pas l'intention d'y rester, de s'y implanter à vie. Alors on a vu comme ça des générations d'immigrés, on a vu les Italiens, on a vu les Polonais, on a vu les Espagnols, on a vu les Maghrébins qui sont venus, puis ensuite une immigration subsaharienne. Et la plupart des commentateurs, qu'ils soient de droite ou d'extrême droite, ont mis tout ça dans un même sac, si je puis dire. Et c'est complètement, de mon point de vue, une erreur. Parce que la mentalité de quelqu'un qui se réfugie dans un pays ou qui choisit de venir s'implanter dans un pays, comme par exemple, moi j'ai des amis qui se sont installés volontairement au Canada, en Australie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, pour devenir des immigrés dans ces pays-là et pour avoir l'intention d'y rester, de s'y implanter pendant des années et d'y faire souche éventuellement. Ça, c'est un état d'esprit d'immigrés, si je puis dire. Parmi lesquels il y a ceux qui sont réfugiés parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement et ceux qui choisissent de s'installer chez nous. Et puis, il y a une immigration qui est en fait la fuite de son pays d'origine pour aller ailleurs, pour, disons, se faire une situation économique plus favorable que celle que l'on a chez soi parce qu'on est né dans un pays, soit dans un pays émergent, soit dans un pays très pauvre, où on n'a pas l'impression qu'on va pouvoir s'en sortir autrement qu'en quittant chez soi. Alors ce sont deux problèmes assez différents parce qu'il y a d'un côté les pays d'Europe, pour faire très court, parce que je ne vais pas aborder le problème de l'immigration aux États-Unis, mais les pays d'Europe, ils ont besoin, pour une large part, en particulier les Allemands, ils ont besoin d'un pourcentage de population immigrée pour pouvoir faire face à un développement économique normal. Nous, dans une certaine mesure aussi. Bon. Et puis, il y a des pays où on n'a vraiment pas besoin d'avoir des émigrés sur le plan économique et où on accueille où on devrait accueillir du moins que les réfugiés qui ont des raisons politiques qui sont diverses et variées, mais enfin qui nous obligent à un accueil, si j'ose dire, humanitaire. Alors, ces deux immigrations, elles sont complètement différentes. Il y en a une qui, de mon point de vue, est du ressort
de la nation française, de la France, pour faire court, et il y en a une qui est du ressort, me semble-t-il, de l'Europe, puisque nous appartenons économiquement du moins à un regroupement, à une union européenne. Donc, ça me paraît être deux problèmes déjà différents. Les gens qui veulent s'implanter en France, ma foi, il faut qu'ils s'adaptent, qu'ils s'habituent, qu'ils soient accueillis, qu'ils soient non pas intégrés, mais assimilés aux mœurs françaises, aux habitudes françaises et au mode de vie français. Ceux qui, en revanche, ne viennent que pour développer économiquement un modèle économique européen, ceux-là, même s'ils gardent une façon de vie plus communautaire ou plus folklorique, appelons ça comme ça pour être gentil, bon, c'est complètement différent. Donc, dans un cas, ça suppose que les Européens se mettent autour d'une table et déterminent, voilà, on a besoin de tant de quotas d'immigrés par an ou par je ne sais quoi, par section de 3 ans, qu'importe. Et on a besoin de ces immigrés, donc on en a besoin où? On en a besoin en Allemagne, on en a besoin en France, peut-être, en Angleterre, enfin maintenant ils font plus partie de l'Europe, mais bon. Donc, autrement dit, c'est un problème rationnel et ces gens-là sont là pour une période donnée. Ils n'ont pas vocation à s'implanter dans un pays ni à s'amalgamer à une nation. Voilà. Et puis, il y a ceux qui, pour des raisons X et Y, viennent chez nous avec l'intention d'y faire leur vie. Et ça, c'est complètement différent. Alors ça a été mon cas. Donc je peux vous en parler savamment. Moi, je suis arrivée en France avec une partie de ma famille, avec l'intention d'être totalement assimilée à la population française, avec l'intention de faire ma vie en France, de faire des enfants qui auraient vocation à devenir des bons petits Français. Et jamais, 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 je ne me suis sentie l'envie d'intégrer à ce pays que j'adoptais, en quelque sorte, des racines qui étaient les miennes, parce que je n'ai pas une seule goutte de sang français dans les veines. Bon, mais j'avais pas envie de ça. C'était quelque chose qui m'était complètement étranger. Alors après, quand on est là depuis très longtemps, quand on est totalement assimilé à une population, à une culture, à des mœurs, à des habitudes de vie, que l'on ait envie d'apporter sa singularité parce que on a des ancêtres qui étaient, je ne sais pas moi, asiatiques ou qui étaient africains ou qui étaient, qu'importe les origines, qu'on ait envie d'apporter ce patrimoine culturel à la France et d'en faire un enrichissement pour la France, mais pourquoi pas? Je suis absolument pas contre. Mais ça passe, à mes yeux du moins, par une phase qui est... Enfin, on dit assimilation, en fait, j'ai envie de dire quelque chose qui va vous faire, qui va vous faire bondir, mais je pense que c'est une forme d'éducation. Je pense que c'est une forme d'éducation à la France, à ses mœurs, à son histoire, à ses traditions. Et cette forme d'éducation, elle est indispensable parce que moi, depuis que je suis toute petite, on m'a appris que quand on allait chez des gens qui avaient l'habitude, par exemple, de boire ceci ou de manger cela, de s'habiller comme ceci, d'arriver à telle heure pour dîner ou d'arriver à une autre heure pour dîner, bon, il fallait s'adapter. Je sais, par exemple, que quand je suis invitée à dîner chez les Espagnols, je ne me pointe pas à 7h30, parce qu'à 7h30, c'est l'heure des Suisses. Bon, c'est peut-être idiot ce que je vais vous dire, mais pour moi, c'est vraiment essentiel, parce que de ces petites choses naissent une capacité à se fondre dans une population, et non pas à s'intégrer, c'est pas le terme, mais à se mélanger de façon harmonieuse. Et pour moi, l'harmonie, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et le problème,
c'est que lorsque l'on n'a pas souhaité ou lorsque l'on n'a pas subi, parce que ça peut être voulu et puis ça peut être subi, cette éducation aux mœurs d'un pays, aux habitudes, ce qui implique une certaine connaissance de l'histoire, bien évidemment de la langue, des nuances de la langue, parce que c'est très important quand vous parlez français. Moi par exemple, je parle anglais à peu près correctement, mais il y a des tas de nuances que je suis incapable de transmettre. Et ça, c'est très important, parce que quand vous ne transmettez pas des nuances dans une langue que vous possédez correctement, eh ben, vous allez vers des problèmes de friction, des problèmes d'exaspération, vous employez un mot à mauvais escient, donc par conséquent, vous alliez froisser la personne que vous avez en face de vous, vous allez lui dire un mot qui va être trop brutal ou peut-être humiliant, qu'importe. Tout ça est très important pour ce que j'appelle l'assimilation ou l'intégration ou l'éducation pédagogique à un environnement qui est l'environnement d'un pays dans lequel vous souhaitez vous établir et faire souche, en quelque sorte. Ça n'est pas du tout la même chose si vous venez en France uniquement parce que vous êtes, je ne sais pas moi, portugais ou professeur italien et que vous venez uniquement pour faire quelques années dans un lycée français ou dans un centre de formation français ou que sais-je. Bref, quand vous êtes là pour des raisons de mission plus ou moins temporaires qui peuvent durer un certain temps, mais qui n'ont pas du tout... Mentalement, vous n'êtes pas dans le même état d'esprit. D'un côté, vous êtes à la recherche d'une patrie, de substitution en quelque sorte, et de l'autre côté, vous êtes là en visite. Alors en visite, ça suppose évidemment d'autres paramètres de fonctionnement que si vous êtes là pour y établir vous-même et votre famille. Ensuite, il y a quelque chose qui est un peu le corollaire de ce qui précède, c'est-à-dire ce qu'on appelle en France la laïcité. Alors la laïcité, il faut savoir que ça n'existe qu'en France. Alors on est très prétentieux en France, extrêmement prétentieux, parce qu'on veut modéliser cette laïcité au monde entier. C'est tout à fait présomptueux cette affaire-là. Moi je suis désolée, mais la quasi-totalité des modèles sociologiques dans tous les pays du monde sont des modèles plus ou moins communautaristes. Plus ou moins. Vous allez à Bombay, vous allez, je ne sais pas moi, à Tokyo, vous allez n'importe où dans le monde et vous trouvez des quartiers qui sont plus ou moins habités par des communautés qui vous avez l'impression, quand vous êtes à New York, vous êtes à Little Italy, vous n'avez pas du tout l'impression d'être dans le même pays que si vous êtes dans le Bronx ou si vous êtes dans un autre environnement au fin fond du Texas. Donc, c'est quelque chose qui heurte la philosophie française en matière politique et en matière sociologique. Les Français qui ont lutté pied à pied pour obtenir la laïcité au regard de la religion catholique, parce que c'était quand même ça, la loi de 1905, hein, c'était une loi qui était adaptée à la situation qui était créée par l'Église catholique, point barre. On ne pensait pas du tout à autre chose. Eh bien, cette situation-là, on veut absolument en faire un modèle. Alors, qu'on en fasse un modèle pour la France, moi je suis pour. Personnellement, je trouve que c'est un modèle formidable. C'est un modèle, c'est un idéal, la laïcité, bon, auquel personnellement j'aspire. Mais pourquoi j'aspire à la laïcité personnellement? Parce que j'ai beaucoup réfléchi à la question, que c'est le moyen d'éviter les conflits, que c'est le moyen de permettre à toutes les religions de cohabiter en quelque sorte dans une forme de singularité et en même temps d'homogénéité dans le paysage qui nous entoure. Donc, autrement dit, il ne faut pas heurter personne. S'il y a des gens qui se promènent avec des burqas, évidemment, ça va heurter, de même que
par exemple, ça pouvait heurter d'avoir des bonnes sœurs avec des cornettes comme au Moyen-Âge. Hein. Ça avait un côté un peu dérangeant pour beaucoup. Bon, moi, ça ne me dérangeait pas parce que j'ai été élevée par ce genre de bonnes sœurs. Mais autrement, je peux comprendre que ça pose un certain nombre de problèmes. Donc la laïcité, c'est une option. Moi, ce que je reproche au gouvernement français successif, c'est de ne pas avoir mis les choses, si je puis dire, d'équerre. Si on adopte la laïcité, ça suppose un certain nombre d'acceptation de règles. Ça suppose un certain nombre, par exemple, de révisions de la loi de 1905 qui doit être poussée plus loin. C'est-à-dire qu'on doit, dans ce modèle-là, dire, par exemple, que non seulement on accepte toutes les religions de façon égalitaire, si je puis dire, mais qu'en plus, on n'a pas à avoir des signes ostentatoires d'appartenance à l'une ou l'autre de ces religions. Ça suppose qu'on ne peut pas se promener avec une croix grande comme ça sur la poitrine, qu'on ne peut pas se promener avec un voile dans la rue, qu'on ne peut pas se promener avec une kippa. Il faut mettre les choses, de mon point de vue, hein, ça n'engage que moi, il faut les mettre d'équerre, de façon à ce qu'il n'y ait pas une religion qui se sente stigmatisée, mais que le principe de laïcité implique que la religion qui est la vôtre, que vous pratiquez dans votre intimité, est réservée à la sphère privée et que vous n'avez pas à en faire la démonstration, ou du moins de façon ostentatoire, quand vous êtes dans le domaine public. C'est une option, mais c'est une option que la France n'a jamais adoptée. Alors, est-ce qu'il faut l'adopter ou pas? Ça, pour l'instant, ça n'est pas à moi de le dire, mais c'est vrai que si on me propose, étant élu, ce genre de loi, pourquoi pas? Pourquoi pas à partir du moment où les choses sont, si je puis dire, cadrées pour la totalité des manifestations religieuses ostentatoires dans le domaine public. Ça suppose qu'on n'a plus le droit de faire, par exemple, des processions avec des, je ne sais pas moi, des jets de pétales de rose avec la Vierge Marie et tout ce qu'on veut dans la religion catholique, mais ça suppose aussi qu'on ne doit pas lacérer les épaules avec un fouet comme on le fait à Séville ou je ne sais quoi. Ça suppose que l'on ne doit pas porter la kippa en dehors des lieux de culte. Ça suppose qu'on ne doit pas porter le voile en dehors des mosquées peut-être et de son intimité familiale. Si je puis dire, c'est un ensemble cohérent qui va avec l'idée de la laïcité à la française. Puis vous avez un autre modèle qui est le modèle communautariste où ça n'existe pas, où chacun peut témoigner de sa religion comme il l'entend, s'habiller en fonction des desiderata ou des interdits de sa propre religion, le tout dans le domaine public. Alors ça pose un problème qui est le problème du prosélytisme. Très sincèrement, je pense que les religions qui sont très prosélytes, les deux extrêmes étant la religion musulmane qui est très prosélyte et la religion juive qui est archi pas prosélyte du tout, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup qui ont envie de l'adopter, si je puis dire, quand on n'est pas né dedans. Ce sont des extrêmes qui ne posent pas les mêmes problèmes. Est-ce que le fait de voir des femmes voilées dans la rue donne à certains et à certaines envie de se convertir à l'islam? Je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. Au plan prosélytiste, je ne suis pas convaincue que ce soit un argument tout à fait recevable. Alors, pourquoi est-ce qu'on interdirait le voile dans la rue si on n'interdit pas, parallèlement, toutes les autres manifestations d'appartenance à une religion? C'est là où, personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on n'a jamais accepté de traiter, en tout cas au plan législatif,
Et ça, ça me paraît être quelque chose qu'il faudrait tirer au clair. Ensuite, il y a un problème qui me paraît être aussi très important, c'est le problème de la seconde génération des immigrés. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que ma génération n'avait pas de problème, ni avec, je dirais, l'assimilation. Moi, j'ai vu des jeunes filles qui étaient mes contemporaines, qui étaient de religion musulmane, et rien ne pouvait laisser penser qu'elles étaient de religion musulmane. Absolument rien. Elles avaient des robes décolletées, des jupes courtes. C'était à l'époque, quand j'étais jeune, la mode était aux robes et aux jupes extrêmement courtes. Je n'ai jamais ressenti chez aucune de mes contemporaines de religion musulmane. Dans des familles musulmanes, bien sûr. Bon, je n'ai jamais ressenti la moindre gêne à se promener avec des shorts quand c'était la mode des shorts, des jupes courtes quand c'était la robe des jupes courtes. Et en tout cas, jamais, 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 il y en a une seule à qui il serait venu à l'idée de se voiler. Mais absolument aucune. Alors, la chose étant malgré tout survenue depuis, il faut se poser la question pourquoi. Moi, ce que j'ai vu arriver, si je puis dire, en matière d'immigration, ce sont des jeunes qui sont nés en France, pour la plupart, ou qui sont arrivés très très jeunes, enfants, bon, et qui, à un moment donné, ont été, comment je dirais ça, identifiés comme des populations issues de l'immigration. Et ça, c'est quelque chose qui s'est passé de façon très insidieuse et je dirais assez perverse. Parce qu'avec la meilleure volonté du monde, on a identifié un beau jour. Je le sais parce que je vais vous donner un exemple précis. Moi, quand j'ai commencé à m'engager en politique, j'ai changé mon patronyme, c'est-à-dire que j'ai fait de mon prénom un patronyme. Je m'appelle de mon nom de naissance Riahi et de mon prénom Anne Mansouret. Et de Anne Mansouret, j'ai fait un prénom et un nom de famille. Pourquoi ? Pour éviter le Riahi qui était visiblement, si je puis dire, d'origine étrangère, puisque c'est un nom de famille arabe, dont, enfin, essentiellement de Tunisie. Mais enfin, nous, il se trouve que je suis iranienne de naissance. Donc, si vous voulez, j'ai fait tout pour, en quelque sorte, m'assimiler complètement et pour que personne ne me demande « mais d'où venez-vous » Et puis, petit à petit, avec probablement la meilleure volonté du monde, mais on a le droit de se planter en faisant les choses avec la meilleure volonté du monde, petit à petit, on a sélectionné pour toutes sortes de, soi-disant, pour faire des compensations, pour faire de même on s'est mis à faire de la parité pour que les femmes soient dans le même, en nombre égal aux hommes, partout maintenant, en ce moment, c'est dans les conseils d'administration que l'Union européenne est très contente parce que le Danemark a enfin accepté qu'il y ait autant de femmes dans les conseils d'administration que d'hommes, je ne sais pas quoi. Non, c'est un quota de femmes dans les conseils d'administration. Pour moi, ce sont des remèdes qui, à terme, sont le plus souvent pires que le mal. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a un sentiment qui naît de ces modèles-là, qui est un sentiment de frustration. Autant, peut-être, y avait-il un complexe, je ne sais pas, j'ai jamais ressenti vraiment un complexe, mais peut-être aurais-je eu un complexe à avoir un nom de famille d'origine maghrébin ou d'origine orientale, arabe, pour appeler un chat, mais en fait, il me semble que si on avait voulu me donner une situation, une place,
parce qu'en vertu d'un quota de gens d'origine maghrébine ou d'origine arabe, j'avais droit à cette place, j'aurais été humiliée de façon bien plus pénible que je n'aurais pu l'être si ça m'avait posé un problème de porter un patronyme maghrébin. Voilà la façon dont moi je le ressens. Et c'est pour ça que je suis disons, en pétard, pour dire les choses de façon triviale, avec le Parti socialiste depuis fort longtemps, parce que je me refuse à cette politique de quotas, cette politique qui veut que dans une promotion, il y en ait tant d'hommes, tant de femmes, tant d'origine étrangère, tant d'origine autochtone. Ça n'a aucun sens. Nous sommes des individus égaux. Pour moi, il n'y a absolument pas l'ombre d'un doute. Liberté, égalité, fraternité. Donc à partir de ce moment-là, dès l'instant où on respecte le triptyque de liberté, d'égalité, de fraternité, pourquoi faut-il créer de l'inégalité en voulant faire la compensation d'une pseudo-inégalité de naissance? Mais en quoi le fait que je sois né Riahi avec un patronyme arabe fait de moi quelqu'un qui aurait une inégalité par rapport à une Auvergnate ou une Bretonne? Pourquoi est-ce que le fait de s'appeler Ker quelque chose ou Le Ber ou je ne sais quoi, pourquoi est-ce que ce serait signifiant plus positivement d'avoir un prénom, un nom de famille qui systématiquement évoque la Bretagne qu'un nom de famille qui systématiquement évoque le Maghreb? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette volonté-là. Et c'est, de mon point de vue, le ver dans le fruit. Parce qu'à partir du moment où vous donnez pendant un certain nombre d'années le sentiment qu'il y a alors appelez ça une humiliation, appelez ça un complexe à compenser d'une façon ou d'une autre, vous posez le principe d'une inégalité par rapport au mérite. Et moi, voyez-vous, je suis à cet égard totalement acharnée à vouloir donner la préférence au mérite. Je n'en ai strictement rien à battre de savoir d'où vient la personne qui passe son concours, qui passe son examen. Ce qui m'importe, c'est de savoir est-ce qu'elle a coché les cases, est-ce qu'elle a appris ce qu'il y avait lieu d'apprendre, est-ce qu'elle est formée convenablement, est-ce qu'elle est respectueuse des règles de sa profession, de son statut, qu'importe. C'est ça qui compte. Est-ce qu'elle a mérité de devenir, je ne sais pas moi, fonctionnaire de catégorie X ou je ne sais pas, ou médecin ou boulanger ou je ne sais quoi. C'est ça qui compte. C'est que vous sachiez que vous ayez réussi dans le domaine que vous avez choisi. Alors, le fait de vouloir absolument avoir un quota de femmes parmi les ingénieurs, un quota de maghrébins parmi les étudiants à Sciences Po, ça n'a pour moi aucun sens. Et ça a des effets pervers que personnellement je juge redoutables. Alors donc, pour en terminer avec tout ça, je voudrais vous dire que je pense qu'il est largement temps de faire non pas ce que M. Sarkozy avait proposé en son temps, c'est-à-dire des états généraux, ou je ne sais plus comment il avait appelé ça, de l'identité française, parce qu'il n'y a pas d'identité française, mais il y a un modèle qu'il faut commencer par déterminer, savoir est-ce qu'on s'en tient au modèle de la laïcité à la française, au modèle de l'intégration dans un certain modèle français de mode de vie, mode de fonctionnement, ce que j'appelle l'éducation à être dans un environnement français, c'est-à-dire ne pas se comporter comme si on est à New York ou comme si on est en Australie ou comme si on est en Afrique subsaharienne. C'est
très important, parce que ça, c'est indispensable pour le vivre ensemble, ce qu'on appelle le vivre ensemble. Je vous donne un exemple. Quand j'étais jeune, on avait du respect pour les personnes âgées. Bon, aujourd'hui, alors que on a du respect plus dans les pays d'Afrique que je connais en tout cas, pour les anciens, pour les personnes âgées, bizarrement, les rejetons de ces pays-là, ils n'ont plus aucune forme de respect, on ne leur inculque absolument plus le respect des personnes âgées, alors qu'ils l'avaient en arrivant. Leurs parents l'avaient, puisque c'est comme ça que ça se passe dans leur pays d'origine. Tout ça, il faut que ça soit une espèce de charte, alors pas d'identité à la française, mais de règles de vie, une espèce de code de la citoyenneté que l'on vous apprend à l'école, à l'éducation nationale, où on vous dit, voilà, en France, ça se passe comme ça. Si tu veux pas, tu vas ailleurs. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça, j'y tiendrai toujours, et je voterai toujours si je suis élu, si vous me faites confiance pour être élu au Parlement, je voterai toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire d'avoir un cadre de règles qui caractérise ce que j'appelle le mode de vie à la française, la pédagogie étant bien sûr adaptée aux uns et aux autres, mais très important, et l'éducation nationale telle qu'elle se profile aujourd'hui me paraît en totale contradiction avec ce que je viens de vous raconter. Et ensuite, deuxième plan sur lequel je pense qu'il est absolument indispensable d'avoir une réflexion très très sérieuse, c'est qui accueille-t-on en France? Est-ce que ce sont des gens qui veulent s'installer, faire souche en France et qui sont donc d'accord de passer à travers un certain nombre d'examens? Il faut savoir qu'en France, on est le seul pays au monde, je crois, où on peut s'installer sans savoir parler français, sans connaître les lois françaises, sans avoir la moindre notion de l'histoire de France, sans savoir comment on se comporte en France. Tout ça, c'est possible en France parce qu'il n'y a pas d'examen, il n'y a rien du tout. Dans tous les autres pays du monde, en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis, évidemment, bon, vous avez des examens quand vous voulez vous installer pour un long séjour, pour savoir si vous êtes adapté et adaptable en tout cas au mode de vie du pays dans lequel vous arrivez. Ça, c'est quelque chose qui est quand même essentiel, et je peux vous garantir aussi que je voterai toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens d'une forme de réglementation avant d'accueillir tous ceux qui se présentent au motif qu'ils ont besoin d'avoir je sais pas, un stop dans un pays un petit peu plus économiquement développé que le leur. Parce que ça, si on peut s'installer n'importe où comme on veut, n'importe comment, ça le fait pas. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des gens dont on ne veut pas, qui sont reconduits, qui sont potentiellement à reconduire aux frontières et qu'on n'arrive pas à identifier ni à reconduire à la frontière. Là, il ne faut pas exagérer, parce que moi, quand je suis arrivée en France, je peux vous dire que d'abord, on avait un permis de séjour quand on en obtenait un, et c'était pas facile, pour 1 an. Ensuite, on avait pour 3 ans. Et enfin, on avait, mais c'était très difficile, un permis de séjour pour 10 ans. Aujourd'hui, on vous donne tout, clé en main, installation, tout compris, etc. Non, il faut pas exagérer. Donc, je serai toujours extrêmement soucieuse des problèmes d'immigration, parce que je trouve qu'on a fait preuve d'un laxisme et d'une absence d'autorité tout à fait préjudiciable à l'ordre public, parce que ces gens-là se comportent le plus souvent n'importe comment, avec des formes de communautarisme qui ne sont pas adaptées à notre société. Et ensuite, je serai toujours, en revanche, très accueillante pour les émigrés ou pour les
enfants issus de l'immigration qui auront la volonté de s'intégrer, y compris avec leur religion, dès l'instant où leur religion ne fera ni prosélytisme, ni, disons, provocation ostentatoire au plan politique dans l'espace public. Voilà, je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire. Je suis désolée pour ceux qui sont déçus dans un sens ou dans l'autre, mais voilà à quoi je suis arrivée après pas mal d'années de réflexion, parce que je suis française, moi, depuis 1966. Donc j'avais 21 ans. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne soirée.